Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La majorité à l'épreuve du projet de loi Asile et Immigration. Le texte a été présenté aux parlementaires et aux associations. Un travail en amont qui n'a pas permis de faire taire les critiques. Mise en cause, Emmanuel Macron répond. Pour lui, il faut se garder des bons sentiments. Analyse et débat à suivre. Le chef de l'État qui a réagi pour la première fois à l'affaire Lactalis, promettant des sanctions en cas de pratiques inacceptables. L'industriel doit s'expliquer lors d'un point presse d'ici 30 minutes. Hier, plusieurs enseignes ont présenté leurs excuses après la mise en vente de boîtes de lait, faisant l'objet d'un rappel. À quoi ressemblera la métropole du Grand Paris? Les élus de la Petite Couronne s'inquiètent de la suppression de 3 départements. Ils dénoncent une vision étriquée et réclament une métropole ambitieuse. Cela passe-t-il par la simplification du millefeuille territorial? On posera la question à nos invités. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. L'affaire Lactalis est en passe de devenir un véritable scandale sanitaire. Dans ce contexte, le gouvernement durcit le ton. Bruno Le Maire a convoqué la direction. Emmanuel Macron promet des sanctions. L'opposition, quant à elle, réclame une commission d'enquête. Sandra Sercara. Leclerc, Carrefour, Super U, Auchan et Cora, plusieurs groupes ont annoncé avoir vendu du lait infantile Lactalis, qui aurait pourtant dû être retiré des rayons. L'affaire prend de l'ampleur et le ministre de l'économie Bruno Le Maire se positionne clairement en accusant directement Lactalis. Cette affaire est grave. Elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés. L'urgence, c'est le retrait effectif des circuits de distribution de tous les lots suspects de lait infantile. Le gouvernement qui avait lancé la procédure de retrait annonce le contrôle de 2500 points de vente supplémentaires par la répression des fraudes. La grande distribution est convoquée ce soir à Bercy et le ministre recevra demain les dirigeants de Lactalis. À droite, Geoffroy Didier réclame une évolution de la loi pour améliorer les contrôles. Il faudrait qu'une commission d'enquête parlementaire soit créée et que les responsabilités soient non seulement prononcées, mais aussi exercées, c'est-à-dire avec des sanctions exemplaires. Trop prématuré, estime la sénatrice Sophie Primas, qui préfère laisser la justice faire son travail. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. On parlera de scandale, c'est effectivement dans les enquêtes qui vont être faites, la responsabilité avérée de l'un des acteurs de la chaîne est évidente. Alors que depuis son voyage en Italie, Emmanuel Macron réagit en parlant lui aussi de sanctions. Le groupe Lactalis décide de sortir du silence. Une conférence de presse est prévue cet après-midi. Et on va justement retrouver Tam Tranui depuis la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à cette affaire Lactalis avec votre invitée, la sénatrice LR, Catherine Procaccia. Oui, Catherine Procaccia, on l'a entendu dans le reportage, certains à droite demandent une enquête parlementaire. Une initiative devrait être prise au Sénat, on ne sait pas encore exactement de quel ordre. Vous, quel est votre avis? Faut-il une enquête parlementaire? À mon avis, il faut une enquête parlementaire sur l'affaire Lactalis, mais surtout sur toute la procédure, parce que là, pour l'instant, ce sont des laits pour bébés, ainsi que de la nourriture pour bébés, pas que du lait. Ça peut être n'importe quel autre produit. Et à ce que je vois dans la presse, il y a eu un dysfonctionnement du début de la fabrication à la distribution au retrait. Une chaîne de défaillance, effectivement, de Lactalis jusqu'au distributeur et au retrait. Or, j'ai vu que chez les distributeurs, ils effectuaient à peu près 300 retraits par an de produits. Donc, ce n'est pas une procédure exceptionnelle. Pourquoi y a-t-il eu une défaillance sur Lactalis et pas chez un distributeur, mais chez plusieurs distributeurs, alors que j'ai vérifié en pharmacie, dès qu'ils ont reçu un mail, puis 2 mails, puis 3 mails concernant chacun des lots, les produits ont été retirés immédiatement. Il me semble qu'il y a déjà eu des retraits de produits, que ce soit alimentaires ou des produits électroménagers, et ça s'est bien fait. Pourquoi là,
ça n'a pas fonctionné. Et oui, Noël n'explique pas tout. Et d'ailleurs, effectivement, s'il n'y avait pas eu des alertes de la part des consommateurs, peut-être que personne ne s'en serait réellement aperçu. Tout à fait. En outre, j'ai regardé, le ministre Bruno Le Maire dit de se référer au site de la Direction générale de la concurrence, etc. Mais moi, en tant que consommateur, franchement, instinctivement, c'est pas sur le site de la concurrence et des prix que j'irai regarder si le produit est concerné. C'est soit sur le site de Lactalis, soit sur le site un site médical, mais pas sur le site de la concurrence. Donc là, en système d'information, je crois qu'il y a quelque chose d'autre à prévoir, que ça soit présent, mais sur plusieurs sites, et pas simplement sur le site de la Direction de la concurrence et des prix. Vous percevez donc déjà un certain nombre de dysfonctionnements très clairs. Est-ce qu'il y a aussi eu un manque de moyens du côté de cette direction de la DGCCRF ? C'est ce que l'on peut supposer, mais le lait maternel est diffusé dans des milliers de supermarchés et de pharmacies. De toute façon, on ne peut pas envoyer une personne partout, qui est peut-être eu une absence de moyens, mais c'est la chaîne du processus et du retrait des produits qui n'a pas fonctionné, et qui a peut-être mal fonctionné par le passé et qui pourra encore mal fonctionner par l'avenir. Donc je crois que c'est tout ce système qu'il faut revoir, y compris le système d'information des consommateurs, parce qu'on en a peut-être parlé à la télévision, mais tout le monde n'a pas Internet pour aller sur les sites. Et sur quel site ? Sachant que j'ai été voir sur le site de Lactalis, qui conseille simplement de jeter à la poubelle les laits. Il propose même pas d'autres systèmes, ou d'aller voir le pharmacien pour trouver quel est le lait de substitution. Alors on attend une réaction de Lactalis qui doit faire une conférence de presse d'ici quelques minutes. Mais est-ce que cette réaction tout de même n'est pas tardive au niveau de la communication? Et est-ce qu'on ne peut pas aussi imputer cela au fait que Lactalis craint toutes les conséquences économiques que cela pourrait avoir? C'est quand même un énorme géant de l'agroalimentaire. Je crois qu'il n'a pas à craindre les conséquences. Elles sont déjà là, les conséquences. Parce qu'en tant que mère de famille, qui irait acheter maintenant du lait quand vous savez qu'il y a eu plusieurs lots, qu'il y a eu des céréales et que tout a été contaminé et qu'ils ont mis un temps pas possible à se rendre compte que c'était toute une chaîne de production. Donc les conséquences, elles sont déjà là. Faire reporter les erreurs aussi sur les distributeurs, c'est clair que chez les distributeurs qui disent c'était Noël et on a plusieurs alertes, c'est pas normal. Rien n'est normal à aucune des étapes. Merci beaucoup Catherine Procaccia d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. L'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, c'est le projet de loi Asile et Immigration qui n'en finit pas de faire des vagues. Le texte a été présenté aux associations. Elles sont très remontées contre une politique migratoire jugée dissuasive et contraire aux droits de l'homme. Héloïse Grégoire. C'est une réunion de consultation qui débute sous des airs de contestation. Une vingtaine d'associations ont saisi aujourd'hui le Conseil d'État contre cette circulaire controversée signée par Gérard Collomb le 12 décembre dernier. Le ministre de l'Intérieur préconise le recensement des étrangers en centre d'hébergement. Ce texte inquiète les associations de défense des droits de l'homme qui dénoncent un triage au sein même de ces centres. Ce texte vise à, quelque part, dire que certains ont le droit inconditionnel à être hébergés lorsqu'ils n'ont plus de toit, les ressortissants français et les ressortissants étrangers en situation régulière, mais que les autres, finalement, peuvent y aller, mais on pourra demain les recenser, les expulser. Et je pense que pour que chacun puisse se regarder dans la glace avec fierté, elle doit être retirée. D'autres associations ont décidé de volontairement boycotter cette réunion à Matignon. C'est le cas de Médecins sans frontières qui attend des actions de la part du gouvernement plutôt que des consultations. On est ouvert à la discussion, il ne s'agit pas de jouer la chaise vide pour le plaisir, mais que nous avons l'impression aujourd'hui que nous n'avons pas un partenaire sincère et que dans ce type de dialogue, il faut montrer des gages et que les gages aujourd'hui que nous demandons, ce sont des actes un petit peu, je dirais, bienveillants, qui marquerait une inflexion des pratiques administratives, policières et gouvernementales. Emmanuel Macron, en déplacement à Rome, a jugé qu'il fallait se garder des faux bons sentiments. Le chef de l'État prend le dossier en main et se rendra à Calais mardi prochain.
Une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranui, toujours depuis la salle des conférences du Sénat, avec la sénatrice écologiste qui siège désormais au groupe communiste, Esther Benbassa. Oui, Esther Benbassa, alors la politique migratoire du gouvernement et toute la polémique qu'il y avait, vire désormais au véritable bras de fer avec les associations. Vous, quel est votre avis sur cette politique qui se dessine ? Tout d'abord, cette politique me choque en tant qu'intellectuelle. Moi, je suis en même temps une intellectuelle, je suis une professeure d'université. Dire que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui ont des faux bons sentiments, alors là, vous savez, j'ai le souffle coupé, hein, je n'ai plus de mots. Je me souviens encore de cette image, Sartre et Raymond Aron en train de se battre à l'Élysée, entrant à l'Élysée, pour défendre les boat people qui venaient du Cambodge et du Vietnam pour fuir le communisme. Alors aujourd'hui, cette politique à l'endroit des réfugiés est d'un grand cynisme. Les associations estiment qu'on est plus près de Charles Pasqua. Ils estiment qu'on est sur une politique encore plus répressive que celle de Nicolas Sarkozy. Ce sont leurs mots. Tout à fait. Nicolas Sarkozy n'a pas osé aller si loin. Je crois que M. Macron est en train de regarder vers la droite en faisant l'extrême droite même, en faisant sa politique, ce qu'avait fait M. Hollande aussi, et à la fin, il a perdu. Alors, nous Vous voulez dire avec la déchéance de nationalité à l'époque, par bien exemple. sûr, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui, en 2018, avoir une politique pareille à l'endroit des réfugiés, même si la France, dans le passé, a eu des conduites de ce genre à l'endroit des réfugiés espagnols en 1939, à l'endroit des réfugiés allemands et autrichiens, oui, mais aujourd'hui, je crois que les leçons de l'histoire, c'est vrai qu'on ne tire pas les leçons, mais au moins, on a en mémoire ce qui est arrivé dans le passé et on continue à agir de la même façon. Les associations saisissent aujourd'hui donc le Conseil d'État sur ce qu'elles considèrent comme un tri des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Le gouvernement, lui, réplique qu'il s'agit d'améliorer les conditions d'accueil. Est-ce que vous le croyez ? Ah non, là, c'est le cynisme et je dirais que pour un homme comme Colomb, qui a été socialiste dans le passé, ce genre de comportement, cette circulaire est inadmissible. Vous savez que je me promène partout, que ce soit à Menton, je vais aller à Ouistreham mardi, Briançon, Paris, Calais, même avec Public Sénat, nous nous sommes rendus à Calais et à Menton. Et on ne peut pas imaginer la répression à l'endroit des réfugiés, la façon dont on se comporte avec ces personnes dans la détresse. Alors nous allons continuer. Un homme de gauche qui a été socialiste jusqu'à il y a peu, il peut envoyer des circulaires pareilles. Et oui, et juste un mot tout de même sur le projet de loi qui se dessine. On commence à avoir des éléments. D'abord, sur les 90 jours qu'il va falloir désormais aux demandeurs d'asile pour déposer un dossier au lieu de 120. 2 semaines au lieu d'un mois pour déposer son recours. Quelle est votre réaction là-dessus ? Oui, c'est uniquement faire désespérer ces pauvres gens et les faire partir. Parce que déjà, il faut attendre 30 jours pour avoir un rendez-vous à la préfecture. Comment voulez-vous que les demandeurs d'asile en 90 jours fassent le nécessaire lorsqu'ils ont attendu 30 jours pour avoir, minimum 30 jours pour avoir un rendez-vous? Je crois que c'est pour les décourager. Alors, la répression et le découragement, ce sont les deux axes de la politique de M. Macron à l'endroit de demandeurs d'asile, reconnus quand même par la Convention de Genève, sans parler des mineurs non accompagnés, ceux qu'ils subissent tous les jours. Merci beaucoup Esther Benbassa pour votre réaction. Merci à vous. Merci à vous, Tam. Les conséquences politiques de la présentation de ce texte et malgré les précautions de l'exécutif, ce projet de loi pourrait fracturer la majorité présidentielle, d'autant que l'aile gauche d'En Marche commence à se structurer. Quentin Calmy. Officiellement, pas de câlinothérapie politique, mais une réunion de travail autour du Premier ministre et de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, en vue d'arrêter une position du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Une dizaine de députés étaient ainsi reçus hier à Matignon pour évoquer le futur projet de loi droit d'asile et immigration.
Moi, je suis convaincu que l'équilibre et les engagements du président de la République sont tenus dans ce texte et donc il ne devrait pas y avoir de problème, même si on va finalement faire tout notre travail dans l'examen de ce projet de loi pour que ce soit un beau projet de loi et qu'il rende plus efficace notre politique migratoire. Ce texte sur le droit d'asile et l'immigration n'est même pas encore présenté officiellement que déjà il crispe une partie de la majorité. Une aile gauche d'une trentaine de députés LREM serait déjà constituée. Des parlementaires inquiets d'un possible durcissement de la politique migratoire. Hier soir, les responsables du groupe préféraient temporiser. Moi aussi je suis inquiet, mais je suis surtout intéressé. Et je pense que nous allons faire œuvre utile et que les Français comprendront parfaitement nos intentions dans une démarche à la fois d'efficacité et profondément humaine. Fermeté et humanisme, un équilibre difficile à trouver et c'est tout l'enjeu désormais de ce texte qui doit être présenté en février en Conseil des ministres. Pour l'allié MoDem, même refrain ce matin, il faut concilier régulation et prise en compte de ce qui est qualifié par François Bayrou comme un devoir d'asile. Il y a des débats et je trouve ça normal et légitime. Mais je ne connais aucun parlementaire de la majorité, j'en connais un certain nombre, pas tous, qui ne partagent la volonté d'équilibre que j'ai exprimée devant vous. Un débat surveillé de très près par l'exécutif. En début de semaine prochaine, un séminaire doit réunir l'ensemble des députés sur la question, avant une réunion de groupe à l'Assemblée nationale consacrée à ce projet de loi le 23 janvier. Réunion à laquelle Gérard Collomb entend là encore participer. C'est une riposte préventive pour écarter le scénario du pire. Ce matin, les présidents des conseils départementaux d'Île-de-France, droite et gauche confondus, sont montés au créneau lors d'une conférence de presse sur la métropole du Grand Paris, alors que le chef de l'État doit dévoiler ses choix mi-février lors de la prochaine conférence des territoires. Il s'inquiète de la suppression des départements de la Petite Couronne. Jérôme Rabier. Peu importe leur couleur politique, ils affichent un front commun. Les présidents des départements franciliens, côte à côte, ont tenu à rappeler leur opposition à un projet de Grand Paris qui se ferait en supprimant les départements pour les remplacer par des établissements publics territoriaux. Une mesure inapplicable pour eux. Pourquoi aujourd'hui mettre en cause justement un échelon qui fonctionne plutôt bien pour le faire éclater entre 11 territoires par rapport à ces 3 départements de Petite Couronne, 11 nouveaux territoires dont on voit aujourd'hui qu'ils existent depuis maintenant 2 ans et qu'ils ont bien du mal d'ailleurs aujourd'hui à exister et à avancer. Leur inquiétude vient d'un projet qui a fuité dans la presse et qui prévoit de fusionner Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Dans un temps plus lointain, les 4 départements de la Grande Couronne pourraient eux aussi disparaître. Mais ces patrons de département s'inquiètent surtout de qui pourrait gérer leurs compétences, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé. On a besoin d'une région et d'une métropole solidaire. Et la solidarité, elle s'exprime au travers des départements qui ont des compétences sociales que les autres d'ailleurs ne veulent pas. Ni la métropole régionale, ni les territoires. Tout simplement parce que nous avons la taille suffisante pour être puissants et pour assurer une péréquation entre nos différents territoires. Soutenus par la région dirigée par Valérie Pécresse, les patrons d'exécutifs franciliens ont aussi vu Gérard Larcher rejoindre leur combat. Pour lui, il est inimaginable de n'intégrer que les départements de la Petite Couronne dans le futur Grand Paris. Moi qui suis issu, dans ma légitimité initiale, de la partie rurale du territoire des Yvelines. Pour moi, le périmètre, et je partage cela avec nombre d'entre vous, le périmètre pertinent, c'est l'Île-de-France. Soudés et soutenus, les présidents de département en appellent aux autres élus et à la société civile. Un grand rassemblement est prévu le 31 janvier pour mobiliser avant des arbitrages attendus au sommet de l'État en février. Et on va retourner à la salle des conférences pour une nouvelle réaction. Avec vous, Tam Tranmy, vous êtes avec Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. Oui, Philippe Dallier, que pensez-vous de ce projet qui consisterait à fusionner Paris et sa Petite Couronne, c'est-à-dire les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, dont vous êtes élu? Pas beaucoup de bien, j'imagine? Ça dépend. Ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est quelles sont les intentions véritables du gouvernement. Parce que pour l'instant, on lit un certain nombre de choses, mais voilà, on ne sait pas si on ira dans cette direction-là. Il y a 10 ans, en 2008, j'ai rendu un rapport ici au Sénat en proposant de créer la métropole du Grand Paris en fusionnant les départements de la Petite Couronne, y compris Paris. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, la question se pose à nouveau. Donc vous n'êtes pas contre sur le fond? Non, je suis pour, effectivement, parce que je considère que dans le périmètre de la Petite Couronne, ces départements ne ressemblent plus à rien. Pour autant,
Leur disparition, c'était au profit de la métropole. Là, il semblerait que, effectivement, on fasse disparaître les départements au profit des établissements publics territoriaux. Ce qui me semble une absurdité complète, puisque ce n'est pas en découpant la Seine-Saint-Denis en 4 qu'on réglera les problèmes de ce département. C'est plus absurde. de redécoupage. Et puis, il n'y a pas d'effet de péréquation, de partage de la richesse économique. C'est complètement absurde. Et quant à l'idée d'aller s'attaquer au département de Grande Couronne, c'est complètement absurde également. Moi, j'avais préconisé justement de créer la métropole sur la base de la Petite Couronne et de ne pas toucher à l'organisation territoriale de la Grande Couronne. Là, il semblerait qu'on veuille tout faire à la fois, faire disparaître les départements de Petite Couronne, s'attaquer à ceux de la Grande Couronne, je ne sais pas pourquoi, et surtout l'idée de découper ces départements en territoires, c'est le cas aujourd'hui, mais de leur confier le financement du RSA, mais qui a pu avoir une idée pareille? Ça me semble absolument ridicule. Ça revient à comparer la ville de Paris à un quart de la Seine-Saint-Denis ou à un quart du Val-de-Marne ou à un quart des Hauts-de-Seine. C'est complètement absurde. Donc j'espère bien que nous n'irons pas dans cette direction-là. Alors, est-ce qu'au-delà des problèmes de fond que vous montrez, il y a aussi pas des querelles politiques derrière tout cela, avec peut-être d'un côté un projet plus soutenu par Anne Hidalgo et de l'autre un projet qui serait davantage soutenu par la région et par Valérie Pécresse? Écoutez, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités et effectivement essaie de réfléchir à la meilleure solution, la solution la plus efficace, qui fasse émerger une véritable métropole et qui soit une métropole puissante. Aujourd'hui, la métropole Grand Paris est un nain politique et un nain budgétaire. On a besoin d'une métropole au niveau mondial, au niveau de la concurrence bien mondiale. Évidemment, mais ça ne veut pas dire non plus que cette métropole, elle s'opposera à la région. Il faut arrêter de présenter les choses comme ça. Mais si on veut à la fois simplifier, parce qu'aujourd'hui, on a 5 couches dans le millefeuille, les communes, les EPT, la métropole, les départements, la région. Il faut simplifier cela, mais il faut rester efficace. Or, je crains, d'après ce que j'ai lu, mais encore une fois, nous attendons les arbitrages du président de la République, puisque c'est lui qui doit dire dans quelle direction nous irons. Moi, j'attends ces arbitrages, parce que ce que j'ai lu dans Le Monde il y a quelques semaines, je ne peux pas croire que ça soit la solution qui sera retenue. Juste pour conclure très rapidement, qu'attendez-vous du débat parlementaire? On se le rappelle, lors de la dernière loi sur les métropole, eh bien, personne n'avait été satisfait de ce qu'il était arrivé pour la métropole du Grand Paris. C'est tout le problème. Je crains encore une fois qu'on soit dans la coalition des contres. Et ce que j'aimerais, c'est effectivement que se dégage une solution d'adhésion. Alors on sait bien que certains se considéreront comme perdants, d'autres comme gagnants. Ce que j'espère également, c'est que chacun de ceux qui s'exprimeront le feront indépendamment du fauteuil dans lequel ils sont assis. Parce qu'on voit bien que les présidents de département défendent les départements, la présidente de la région défend la région. Il y a un autre enjeu, c'est l'intérêt national, parce que cette métropole, elle doit enfin exister. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Mais justement, quel avenir pour la métropole du Grand Paris? On en parle tout de suite dans notre premier débat. Et 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Gibelin. Bonjour, vous êtes géographe, fondatrice de l'Institut français de géopolitique. Vous êtes également directrice de la revue Hérodote. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Jacques Gondron. Bonjour, vous êtes le président des hautes études de l'Institut des métropoles, qui donne d'ailleurs une première conférence aujourd'hui ici au Sénat. Jean-Louis Missica est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes adjoint PS à la maire de Paris. Vous êtes justement... Je ne suis pas PS. Alors vous n'êtes plus PS, vous êtes en charge... Je n'ai jamais été. Vous n'avez jamais été. Vous êtes en charge de l'urbanisme et du projet du Grand Paris. Là, Absolument. je ne me trompe pas. Merci. Non. Pierre Bédier, merci d'être avec nous. Vous êtes le président LR du conseil départemental des Yvelines. Justement, première question pour vous, puisqu'on a vu ce matin cette conférence de presse. Vous dénoncez une vision étriquée du Grand Paris. Pourquoi ? Nous, on souhaite que le Grand Paris soit grand. Et pour ce faire, qu'il y ait une surface territoriale qui corresponde à ce qu'est la région Île-de-France. Parce qu'autrement, on se retrouverait avec des territoires exclus, exclus de la production de richesses, exclus de cette solidarité territoriale. C'est aussi simple que cela. Ouais. Quel regard portez-vous justement sur ces inquiétudes, Jean-Louis Missica, rassurer le président Bédier. Oui. S'inquiète de la fonte, la suppression des départements. Ce n'est pas un découpage administratif qui fait la création de richesses sur le territoire. C'est l'économie, c'est l'implantation des entreprises. Et d'autre part, ce qui peut-être nous sépare, c'est le fait que moi, je m'en tiens à une définition, je dirais, scientifique, universitaire de ce qu'est une métropole. Une métropole, c'est la zone dense. Et la zone dense, en Île-de-France, elle recouvre 20% du territoire de l'Île-de-France. Le reste, ce n'est pas une zone dense. Et donc, soit on fait une métropole avec une gouvernance métropolitaine, soit on n'en fait pas.
mais on ne raconte pas d'histoire. On ne raconte pas que la métropole c'est la région, alors que la métropole c'est la 5e région agricole. Que la région Île-de-France c'est la métropole, alors que la région Île-de-France c'est la 5e région agricole. Il a raison, c'est 20%. Mais c'est 20% qui sont à cheval sur tous les départements d'Île-de-France. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des territoires des 80% restants? Monsieur Missika, quand on habite Paris, on n'a peut-être pas toujours conscience qu'il y a des habitants au-delà du périphérique. Mais pas du tout, bien sûr qu'on en a conscience. Ces habitants peuvent avoir des difficultés. Vous me dites que la richesse ne s'arrête pas, la création de richesse ne s'arrête pas aux frontières. Je suis d'accord. Mais la distribution des richesses, si. Non, pas du tout. Mais pas comme du tout. Mais chère madame, la péréquation territoriale, elle se fait par des assemblées élues. Sinon, ça se fait par des mécanismes technocratiques qui ne marchent pas. Est-ce que les Franciliens seraient exclus justement de ce scénario présenté par le préfet Michel Cadot? Non, déjà, dans ce qui est une grande partie de la métropole telle qu'elle pense aujourd'hui, ce sont des Franciliens, excusez-moi, mais les Franciliens, ce ne sont pas ceux qui sont hors métropole, d'une certaine façon. Moi, je suis assez sur la position de M. Missika, c'est-à-dire qu'une métropole, au sens, on va dire, universitaire, classique du terme, c'est effectivement une zone dense dans laquelle il y a un certain nombre de services, d'autres caractéristiques. Mais je comprends la préoccupation qui est de dire, mais alors nous, on va se retrouver exclus, on va être au fond la 5e roue du chariot, et puis on ne s'occupera pas de nous. Au fond, c'est le modèle du Grand Lyon, et puis ce qui reste du département, ou de la métropole Marseille, Aix, et puis ce qui reste du pays d'Arles. Et au fond, on ne veut pas de ça, on veut être complètement dans la métropole. Mais on peut penser qu'on doit faire une métropole centrée sur Paris et la Petite Couronne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser à ce qu'on peut faire pour ceux qui ne seront pas dans la métropole. Je reviens sur la péréquation, mais aujourd'hui, on est dans une inégalité, simplement au sein de la Petite Couronne, entre ce que vit la Seine-Saint-Denis et ce que vivent les Hauts-de-Seine, qui sont quand même à un niveau... j'allais dire, le potentiel fiscal... Entre la Seine-Saint-Denis et Paris. Paris étant quand même largement le plus riche. Non, c'est largement. C'est les Hauts-de-Seine. Le premier, c'est les Hauts-de-Seine. Regardez les annonces, ce que peut faire Madame Hidalgo. Le premier, c'est les Hauts-de-Seine. C'est parce qu'il y a des sous dans la Le revenu fiscal le plus élevé, le revenu fiscal médian le plus élevé, c'est les Hauts-de-Seine. C'est le premier. Il est à 25 Jacques Gaudron, justement, de ces inquiétudes? Est-ce qu'elles sont légitimes de la part des départements? Quels peuvent être leurs rôles dans cette nouvelle entité? Je pense qu'on est parti très vite sur la question des territoires et de la segmentation territoriale. On peut revenir un tout petit peu en arrière sur, en fait, c'est quoi une métropole? Évidemment, vraisemblablement, on est tous d'accord pour dire que le rôle de la zone dense est majeur. Mais pas que. Peut-être, mais pas que. Mais le premier objet d'une métropole, et ça c'est vrai au plan mondial, c'est d'attirer ce qu'on appelle la classe créative. Alors, ça renvoie à Richard Florida, et de la fixer le plus durablement possible. Alors, la classe créative, on sait tous ce que c'est, je pense qu'on est tous d'accord, c'est les gens qui inventent, qui créent, dans tous les domaines, y compris les domaines agricoles, si on pensait au territoire périphérique. Et c'est surtout, pour que ça marche, d'embarquer tout le monde, pour que ce soit solidaire, notamment avec les endroits où la vie est moins facile. Bon. Et je pense que sur cette définition et cet objectif de la métropole, on est tous d'accord. Alors après... Et là, je parle plutôt en tant qu'entrepreneur, entreprise, que les acteurs publics, institutionnels, et je suis l'inventeur du millefeuille, donc je peux en parler, que ce soit la région, les départements, les EPT, etc., sincèrement, l'économie s'en fiche un peu. Parce qu'un chef d'entreprise sera au milieu, il serait sidéré d'entendre ce débat, qui est important. Mais ce n'est pas ça qui fait marcher l'économie. Ce qui fait marcher l'économie, c'est autre chose. Donc, considérons que, revenons tous à l'objet principal, la mission du métropole, rayonner, attirer, créer des richesses culturelles, économiques, sociales, du lien social. Et ensuite, la répartition entre les acteurs publics, moi j'ai envie de dire, c'est le rôle des acteurs publics de s'y entendre. Peut-être Pierre Bédier, comment vous voyez le rôle justement des départements dans cette future entité? À quoi vont-ils servir? Moi, j'essaye d'être un homme de bon sens. Je crois que la base de la vie publique, c'est la commune. Tout ce que la commune ne peut pas faire toute seule, il y a pour ça l'intercommunalité. Tout ce que l'intercommunalité n'arrive pas à faire, il y a le département, donc c'est le fameux millefeuille, et au-dessus, il y a, et pourquoi pas,
en Ile-de-France, la métropole plutôt que la région. Après, qu'il y ait 3 ou 4 échelons, le problème n'est pas là. Le problème est qu'est-ce qu'on donne comme responsabilité à ces échelons. Effectivement, si on confie à la métropole le soin de balayer les rues, ça ne marchera pas. Les rues seront sales. Mais si on confie à la métropole des fonctions stratégiques, je ne vois pas pourquoi on exclurait la Grande Couronne. Dans la Grande Couronne, il y a 2 des atouts majeurs de la région capitale, ou métropole, appelez-la comme vous voulez, les aéroports et le plateau de Saclay. Alors moi, je veux bien qu'on fasse la métropole costaud. Il n'y a pas le plateau de Saclay dont on nous bassine depuis 40 ans pour nous dire que c'est là qu'on va mettre l'intelligence française. C'est terrible. C'est On voit cette vision d'une métropole-région, ça ne vous convient pas? D'abord, ce débat est très peu intéressant et il n'intéresse pas les Franciliens et les Français, parce que le vrai sujet pour moi n'est pas de savoir quel est le découpage administratif des territoires. Le vrai sujet, c'est on fait la métropole pour quoi faire? Et moi, je milite pour une métropole des projets, et je dis simplement que cette métropole des projets, elle doit être fondée sur ce qu'on appelle parfois la soft law ou le soft power, c'est-à-dire le fait que des communes, ou en tout cas des gouvernements locaux puissent travailler ensemble sur la base de partenariats avec des contrats métropolitains de solidarité ou de projets, de façon à développer des projets. Ce qu'on a réussi à faire, par exemple, au niveau de la métropole, avec Inventons la métropole du Grand Paris, c'est un bon exemple. Après tout, la métropole n'avait aucun moyen de coercition sur les communes. Quand on a lancé cet appel à projet, il y a plus de 70 maires qui ont répondu, 120 sites ont été proposés. Ça a débouché quand même sur des projets immobiliers qui ont mobilisé près de 7 milliards, qui doivent mobiliser près de 7 milliards d'euros. Donc on est sur des choses où c'est la capacité qu'ont les élus locaux à s'entendre, à travailler ensemble et à développer des projets qui est fondamentale. Et ce n'est pas la question de savoir, si je puis me permettre, Monsieur Bédier, mais vous êtes tellement agressif que continuez à vous permettre. Roissy et Saclay ont été tout simplement exclus de la métropole à la demande de la région, et parce qu'elle était choquée à l'idée que la métropole aille au-delà de la petite couronne. Moi, je considère... Vous avez des informations que je n'ai pas, mais ça ne me surprend pas, considère... Messica, puisque toute cette affaire, c'est une petite cuisine faite dans une arrière-cuisine. Alors, avant de poursuivre ce débat, je vous propose de réécouter... Et d'autre part, je considère que ce qu'a dit M. Dallier est juste. On se mobilise, on voit des gens se mobiliser sur des articles de presse. Nous ne savons absolument pas quelles sont les intentions... quelles sont les intentions du président de la République, et peut-être qu'on sera très surpris au moment de ces annonces. En attendant, je vous propose de réécouter Gérard Larcher, le président du Sénat, qui lui s'inquiète, Pierre Bédier, Gérard Larcher s'inquiète d'une vision recentralisatrice. On l'écoute. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la recentralisation que je considère en marche. C'est pas un jeu de mots, c'est les preuves, et vous les avez entendues de la part de présidents de conseils départementaux. Comme il nous reste du temps, je crois qu'il faut poursuivre le dialogue avec l'exécutif. C'est ce aussi à quoi je participerai avant l'arbitrage, et puis ensuite il y aura le débat au Parlement. Et la Constitution fait que c'est au Sénat que ce débat commencera. Béatrice Gibelin, vous êtes d'accord? Il y a une vision recentralisatrice si cette proposition est retenue? Elle n'est pas forcément recentralisatrice telle qu'on l'entend, mais c'est le jacobinisme. Moi, ce qui me préoccupe dans cette affaire-là, c'est l'affaire de la redistribution et de la solidarité. Vous avez pris le terme de solidarité. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui n'est absolument pas solidaire. Et premier point. Et le deuxième point, c'est que depuis que cette métropole existe de façon un peu informelle, elle n'a pas réussi à véritablement porter un projet commun de métropole. C'est-à-dire, une métropole, vous l'avez dit très justement, pourquoi faire? Eh bien, depuis le temps qu'on discute de ça, on a été dans un saupoudrage, on a essayé de... J'allais dire calmer les uns, calmer les autres, donner à ci, donner à là, mais vraiment porter une belle idée de métropole. Ça, on ne l'a pas vu. Donc moi, je comprends qu'on soit un petit peu réticent, en disant, attendez, on va nous déshabiller pour faire quoi? Personne n'a cité le projet qu'avait lancé Devedjian, qui était bien pour une résistance à la métropole, c'est une fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Entre nous, ça va. Mais ne me parlez pas de la Seine-Saint-Denis. Gardez vos immigrés, gardez votre pauvreté, ça va bien comme ça. Or, je pense que... Vous connaissez la vallée de Seine Oui, mais je vous assure, je connais... Je vous y invite, je connais bien les... Oui.
J'en suis l'élu. Oui, je le sais très bien, monsieur, puisque j'ai une belle-sœur qui y habitait très longtemps. Alors je la connais bien. Et j'ai une cousine qui y habite. C'est difficile dans les Yvelines, c'est ce qu'essaie de dire Pierre Bédier. Oui, mais j'ai bien compris. Mais vous savez, si on regarde le poids de ce qu'il y a en Seine-Saint-Denis, la vallée de Seine, c'est une chose, et la Seine-Saint-Denis, c'est le premier département qui accueille les immigrés. Il y a 450 000 immigrés qui sont arrivés dans un laps de temps relativement court, qui est moins de 10 ans. C'est beaucoup. Donc on est dans des situations qui sont radicalement différentes en étant au cœur de la métropole. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est pensera-t-on une vraie solidarité avec une vraie péréquation? Et je voudrais bien entendre un certain nombre d'élus de communes aisées ou de départements. Si vous voulez bien, Pierre Bédier, avant de vous donner la parole, on va faire aussi réagir Jacques Gaudron, que tout le monde puisse s'exprimer sur ce plateau, si vous voulez bien. Excusez-moi, Jacques Gaudron, on voit cet aspect effectivement solidarité, péréquation entre les départements. Qu'en est-il justement dans le projet gouvernemental tel qu'il est pour l'instant sur la table? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le projet gouvernemental, et je pense que, sauf à être très informé, peu de gens le savent. Par rapport à votre question sur la centralisation ou la recentralisation, nous, le monde économique, ce qui nous paraît une évidence, c'est que de plus en plus, les projets viennent du terrain. Bon, ça vient d'en bas et ça va vers le haut. Et ça, c'est un renversement de dynamique. Je pense qu'on peut s'en féliciter parce que c'est comme ça que ça marche. Alors, quand ça part du terrain, évidemment, c'est là où les élus locaux ont leur importance. Après que la hausse soit, ou la ligne de flottaison soit département, région, etc., sincèrement, en tant que chef d'entreprise, pour nous, j'allais dire, peu importe, pourvu que ça marche, pourvu que les projets sortent, pourvu que les acteurs publics et privés s'entendent et soient coordonnés. Et j'allais dire, la question des périmètres, sincèrement, moi, je passe mon tour. Joker, je ne sais pas. Pierre Bédier, est-ce qu'il faut s'inspirer de ce qui a été fait aussi autour de la métropole du Grand Lyon? C'était évoqué par Béatrice Gibelin. Vous avez eu ce matin en conférence de presse la démonstration par le président du département résiduel du Rhône qu'on avait mis la richesse d'un côté et que lui, il avait à gérer la misère. Ça n'est pas ce que je souhaite pour la Grande Couronne. Je voudrais revenir, je vais continuer à tirer le débat vers le bas, comme me l'a dit M. Missika avec beaucoup d'élégance, en posant des questions un peu idiotes. J'imagine que vous savez ce que font les départements, chère madame. En particulier l'accueil des mineurs étrangers. Vous me parlez de la Seine-Saint-Denis. Qui va les accueillir? C'est le département de France qui en accueille le plus. Oui, mais... Qui va s'en occuper? Mais dans le projet qu'on ne connaît pas, mais dont le monde nous parle sans jamais être démenti, et dont tout le monde nous confirme, y compris dans les rencontres d'arrière-cuisine, que ça sera bien le bon projet, on va confier ça à des structures, comme vous l'a dit M. Dallier tout à l'heure, des structures plus petites. C'est-à-dire, ça va désorganiser, coûter plus cher. Et vous appelez ça une métropole? Pardonnez-moi, madame, vous êtes géographe. Moi, mon job, mon boulot, c'est entrepreneur de service public local. C'est ça un élu. Voilà. Oui. Je vous dis, ça ne marchera pas. C'est ça mon problème. Je n'ai jamais dit que moi j'étais pour la suppression des départements, monsieur. Alors, mais je vous en félicite. Je n'ai jamais dit ça. Mais ce qui m'amuse, si vous voulez, c'est de voir aujourd'hui une association de Végian, de droite, Favier, PC, Troussel, PS, qui parle d'une seule voix. Excusez-moi, monsieur, pour faire de la géopolitique depuis longtemps, ça me fait doucement sourire. Et j'attends le moment, et je reviens sur ce que j'y disais, quand est-ce qu'on aura une réelle solidarité au sein des départements? Quand vous avez effectivement le RSA qui est pris à presque 500 millions pour la Seine-Saint-Denis et qui n'est qu'à 150 ou 160 millions pour les Hauts-de-Seine, je dis il n'y a pas solidarité. Mais vous si on veut Hauts-de-Seine, c'est l'État qui ne rembourse pas. Enfin, non, mais nulle part il nous rembourse. Ce n'est pas seulement un problème de remboursement. Vous savez que le RSA, c'est une chose de dépense, mais c'est aussi le nombre d'écoles qu'il faut créer quand on se trouve avec des primo-arrivants en grande difficulté. Bien sûr. Vous êtes suffisamment fin politique, et je vous connais depuis longtemps, vous ne connaissez pas depuis longtemps, mais moi je vous connais depuis très longtemps. Et comme vous êtes un fin politique... Ça m'inquiète la façon dont elle me le dit. Non, mais comme vous êtes un fin politique, vous savez très très bien que les problèmes qui sont à régler dans un département comme la Seine-Saint-Denis sont loin de ressembler aux problèmes qu'ont réglés. Chère madame, vous avez raison. On va essayer d'avancer dans ce débat et de ne pas le tirer vers le bas. Comme la péréquation des Yvelines finance les collèges de la Seine-Saint-Denis, il devrait les appeler collèges de l'amitié Seine-Saint-Denis-Yvelines, car nous payons pour ça. Cette solidarité s'exerce à travers des mécanismes qui s'appellent la péréquation. Qu'il faille peut-être les revoir. Je vais vous dire, je suis d'accord. Je pense que cette péréquation, elle doit être faite par la métropole, à l'échelle de la métropole, parce que l'État n'y entend
sent plus rien. Il fait tourner des ordinateurs. Il y ordinateurs aura néanmoins, Pierre Bédier, un projet de loi qui sera présenté dans les mois qui suivent. Je vous propose de réécouter Emmanuel Macron et ce qu'il disait de sa vision de cette métropole du Grand Paris. C'était lors du congrès de l'Association des maires de France. On l'écoute. Il faudra aussi, quand je parle de métropole, donner plus de dynamique, de clarté et de volontarisme au projet du Grand Paris. C'est un beau projet auquel je crois. Le Grand Paris, c'est l'ambition de notre métropole capitale et de toute la région qui l'accompagne. A-t-on ces dernières années, je vous parle très franchement, mis toutes les chances de notre côté pour faire réussir la métropole du Grand Paris? Je n'en suis pas persuadé. Nous avons aujourd'hui 6 niveaux, une grande complexité. Cela a été mené, cher Patrick Ollier, avec beaucoup de talent, et je veux saluer tous les élus qui sont impliqués dans celle-ci. Mais par le travail de concertation et de consultation mené par le préfet de région, eh bien, nous devons arriver à un schéma plus simple, plus volontariste, plus efficace. Et là aussi, il nous faudra peut-être l'accompagner d'une loi. Jean-Louis Mussica, il faut un schéma plus simple. Cette simplification du millefeuille, elle est nécessaire? Oui, je crois qu'elle est nécessaire et moi je comprends très bien. Ça passe forcément par cette suppression, cette refonte de ces 3 départements franciliens? Écoutez, ça je ne sais pas. Moi je ne suis pas un spécialiste de la question des découpages administratifs. Hein. Et je pense que le vrai sujet de la gouvernance métropolitaine, il est ailleurs. C'est pour ça que c'est un peu compliqué qu'on se focalise là-dessus. Moi je comprends très bien qu'il y ait des gens qui veuillent défendre les positions qu'ils occupent. Je pense que les présidents de territoire risquent de réagir de la même façon si jamais on disait que c'était les territoires qui disparaissaient et non pas les départements. En même temps, il va bien falloir qu'on simplifie le millefeuille. Moi, j'aimerais pas être à la place d'Emmanuel Macron au moment où il devra prendre ses décisions, parce que de toute façon, il fera des mécontents, et on sait très bien que les mécontents crient très fort, alors que ceux qui sont satisfaits n'osent pas trop s'exprimer. Ce qui veut dire qu'il y aura encore beaucoup de débats. Je voudrais revenir sur la question de la solidarité et de la façon dont on peut construire cette solidarité. Je crois que la péréquation sur les sujets sociaux, ce n'est pas le seul sujet. Je crois beaucoup, moi, à la création d'un fonds d'investissement métropolitain, mais qui pourrait être appelé par n'importe quelle commune de la région Île-de-France. Hein. Pour moi, la métropole, c'est une dynamique, c'est un enchevêtrement de réseaux, ça n'est pas un territoire que l'on peut découper administrativement. Et je crois que ce fonds doit être extrêmement ambitieux, c'est-à-dire qu'il doit se calculer en milliards d'euros et non pas en centaines de millions d'euros. Et je crois que ce fonds doit être appelé par des projets qui viennent de la base, qui sont des projets portés par les communes, par les gouvernements locaux. Et c'est ça que j'appelle les contrats métropolitains de coopération renforcée, parce que la solidarité, c'est aussi pouvoir faire en sorte que l'argent qui est drainé par les villes riches et les départements riches puissent être utilisés dans des projets qui ne soient pas sur ces territoires-là. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire pratiquement. Alors que demain, on pourrait imaginer qu'un fonds qui soit, où il y ait des versements à la hauteur des moyens de chacune des collectivités territoriales, puisse investir dans les territoires qui en ont vraiment besoin et qui sont effectivement les territoires qui, eux, ont moins de moyens, alors même qu'ils ont à la fois des friches... votre point juste cette question de la solidarité, de la péréquation. Absolument. Et effectivement, peut-être comme on avance dans ce débat qui va bientôt se terminer, Jacques Gaudron, il y a aussi cet aspect de Paris-Ville-Monde dans cette concurrence aujourd'hui. Quel serait le meilleur projet justement pour défendre cette métropole du Grand Paris? Il n'y a pas de meilleur projet au singulier. Il y a des tas de types de projets, selon qu'on interroge la question des aéroports, la question de la logistique, la question du commerce de luxe, la question des équipements d'enseignement supérieur. Les périmètres sont différents, les projets sont différents, les acteurs sont différents. Et je pense que là aussi, on serait d'accord pour dire que, quelle que soit l'architecture territoriale, il faut de la coordination. Et je pense que tout le monde y est prêt. Hein. Et l'enjeu central, il est, ne l'oublions pas, le rayonnement de cette ville-monde, évidemment avec les territoires périphériques, alors servants lorsqu'on est négatif, mais ils ne sont pas tous servants. C'est d'embarquer tout le monde dans ce projet de rayonnement, parce qu'on parle de partage de richesses, bien entendu, que c'est nécessaire. La solidarité, c'est solidité. Elle est indispensable.
Mais la richesse, encore faut-il la produire. Encore faut-il la produire. Et là aussi, si on part plus sur des désaccords, des discordances, des non-coordinations, ben cette richesse, on ne la produira pas suffisamment. Et le rang du Grand Paris, qu'il soit régional ou pas, ville-monde, baissera d'année en année. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Il y a urgence, Béatrice Gibelin, dans cette concurrence au niveau mondial entre les métropoles, de trouver une solution adéquate justement pour le Grand Paris. Je pense que ce qui est important, c'est partager un projet commun sur la métropole. Si, pour la métropole, il y aura mobilisation, et on dépassera un certain nombre de clivages et de blocages, si on porte effectivement une vision commune de ce que doit être la métropole de la France, et pas seulement de Paris ou du Grand Paris. Et ça, on a la chance d'être une ville-monde, c'est le résultat d'une histoire jacobine, peut-être, mais si on est une ville-monde, c'est effectivement le résultat de cette histoire. Alors, essayons de le rester encore, mais portons un projet, il est plus que temps. Ouais. Pierre Bédier, on a entendu Gérard Larcher qui espère qu'il y aura encore de la concertation sur ce projet de loi. Vous vous sentez suffisamment associé? Le moins qu'on puisse dire, en un mot, non. On n'a jamais rencontré un seul politique. Notre interlocuteur, c'est le préfet de région. On est revenu sous le Second Empire, où c'était les préfets qui décidaient. C'est totalement scandaleux. Moi, je suis d'accord avec M. Messika sur le fond. Je suis d'autant plus d'accord que c'est ce que Patrick Devedjian a dit au président Macron quand il l'a vu. Et ce fonds, on est d'accord pour qu'il soit abondé avec l'argent, effectivement, de la péréquation de ce qu'on appelle l'écrêtement de Paris, des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Donc ça, on est totalement d'accord. Je voudrais juste dire un mot. Liberté. Pourquoi ne laisse-t-on pas les élus être libres de leur organisation? Je vous fais un pari, à tous les deux. Laissons libres les communes de Petite Couronne de savoir si elles font de l'intercommunalité ou pas. Et on s'adaptera à leur intercommunalité. J'attends le résultat. Eh bien, merci Pierre Bédier. On aura l'occasion de vous réinviter pour avoir la réponse à cette question. Merci Pierre Bédier, merci à vous Béatrice Gibelin, merci Jacques Gaudron, merci beaucoup Jean-Louis Messika. On en vient maintenant à la situation des chrétiens d'Orient. Ils sont de moins en moins nombreux, victimes de persécutions et forcés à l'exil. Le groupe de liaison avec les chrétiens et les minorités du Sénat, emmené par Bruno Retailleau, s'est rendu la semaine dernière dans le nord de l'Irak, à Karakosh, une des plus grandes villes chrétiennes du pays. Ici, après le départ de Daesh et la libération de la région en 2016, les chrétiens commencent à revenir dans leur foyer. C'est un reportage de Fabien Riquer. La messe est dite en araméen, mais le Notre Père se récite en arabe. Ces familles catholiques de Karakosh fêtent l'épiphanie. Jusqu'en octobre 2016, cette ville chrétienne à 30 km à l'est de Mossoul était occupée par Daesh. Devant l'avancée des djihadistes, Karakosh s'était vidé de ses habitants qui ont fui au Kurdistan voisin. Le temps du retour est venu, mais l'avenir reste incertain. La vie était déjà difficile avant Daesh. Maintenant, nous sommes revenus dans nos maisons, nous sommes heureux. Mais nous avons besoin de sécurité. C'est ce qui nous inquiète le plus. C'est l'avenir et la sécurité. L'office est célébré par l'évêque de Mossoul. Des miliciens chrétiens assurent sa sécurité. Une délégation du Sénat français est venue à sa rencontre ce matin afin de constater la situation des chrétiens de la plaine de Ninive. Autorité religieuse, l'évêque est aussi un administrateur. Devant le vide laissé par l'État central, l'Église prend le pas dans la gestion de la vie civile. Lui a été l'un des premiers à revenir après la chute du califat. Je vois que les gens, de plus en plus, se montrent qu'ils veulent vraiment se rattacher à leur village et continuer de vivre ici pour donner le témoignage au Christ. Dans la plaine, les traces de la guerre sont partout visibles. Tout comme les destructions systématiques portées par Daesh, à l'image de cette église brûlée. Karakosh comptait 50 000 habitants avant l'arrivée de l'État islamique. La moitié d'entre eux est revenue, mais si les combats ont cessé, la paix n'est pas encore de retour. Daesh a été défait, il a été défait sous sa forme territoriale. Il n'y a plus de califat, mais il y a toujours l'idéologie. Aujourd'hui, il y a des cellules qui sont plus ou moins dormantes. Elles sont soit dans le désert, là où il n'y a personne, elles se cachent, ou elles sont au milieu de populations des villes, là où il y a beaucoup de monde. Donc c'est très, très difficile. Et ils ne pourront plus faire leurs opérations militaires telles qu'ils ont pu les faire par le passé. En revanche, il y aura des attaques. Donc c'est un long travail.
Dans les rues de Karakoche, autrefois le poumon économique de la plaine, la vie reprend ses droits. Un programme de reconstruction des maisons détruites a été enclenché. Amir a perdu 2 cousins dans une attaque de Daesh avant de s'enfuir avec sa femme et ses 3 enfants. Il a choisi de revenir malgré les incertitudes. Les gens ont encore peur. Nous entendons parler de combats, nous ne savons pas d'où ça vient. La situation n'est pas encore sûre. Pour l'avenir, nous nous en remettons à Dieu. S'en remettre à Dieu à défaut du gouvernement, la plaine est tenue par des milices plus ou moins fidèles aux autorités de Bagdad sur fond de tensions entre l'armée irakienne et les forces kurdes. C'est dans ce contexte instable que les chrétiens de la plaine de Ninive doivent désormais réapprendre à vivre avec leurs voisins musulmans. Voilà, et pour poursuivre ce reportage, Vincent Cailleul est avec nous. Bonjour, vous êtes le directeur des opérations de l'association L'Œuvre d'Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Fabien Recker, bonjour Fabien. Bonjour. Vous revenez de l'Irak. On le voit dans votre reportage, le retour ici à Karakoche est possible car le contexte est plutôt favorable ? Effectivement Delphine, car cette ville de Karakoche que l'on découvre dans le reportage est une ville historiquement à majorité chrétienne. Et en 2014, quand l'État islamique est arrivé, eh bien, les habitants ont purement et simplement pris la fuite. Ils ont abandonné leurs biens, leurs maisons. Depuis la défaite militaire de Daesh, on observe donc un timide mouvement de retour vers les villages chrétiens. Mais il y a encore un important travail de reconstruction à faire, car les djihadistes ont détruit des infrastructures. Ils ont détruit les églises. Par ailleurs, des maisons qu'ils occupaient pendant l'occupation ont été frappées par la coalition. Et l'Église aujourd'hui joue un rôle important dans la reconstruction. C'est donc possible ici à Karakoche, mais ce n'est pas le cas partout en Irak, Fabien ? Non. Par exemple, à Mossoul, qui est à majorité sunnite, le retour pour les chrétiens est beaucoup plus compliqué. Au Kurdistan voisin, la délégation emmenée par Bruno Retailleau s'est rendue dans un camp de réfugiés, a visité un camp où vivent encore 400 familles chrétiennes originaires de Mossoul. Elles sont là-bas depuis 4 ans. Et pour elles, hors de question de rentrer à Mossoul, car la confiance avec leurs anciens amis et voisins sunnites est aujourd'hui brisée. Elles disent que leur sécurité ne serait pas assurée. Hors de question, par exemple, de scolariser leurs enfants dans une école majoritairement sunnite. Et aujourd'hui, on estime à seulement une quarantaine de familles chrétiennes qui auraient fait donc ce voyage de retour vers Mossoul. Quelle est la position des autorités irakiennes justement sur le retour de ces chrétiens ? Alors justement, ce retour n'est pas vraiment encouragé et c'est bien le problème. Et c'est aussi pour ça que Bruno Retailleau a donc emmené une délégation du Sénat en Irak, car à Bagdad, les sénateurs ont rencontré notamment le président du Parlement irakien, qui lui est sunnite. Il a tenu un discours très rassurant sur la place qui sera faite aux minorités dans l'Irak de demain. Mais sur le terrain, l'État ne protège pas réellement les minorités. Il faut savoir que la minorité chrétienne, notamment, fait l'objet de persécutions déjà depuis une période antérieure à l'arrivée de l'État islamique, essentiellement depuis la chute de Saddam Hussein. Ces minorités réclament notamment que soit supprimée la mention de la religion sur les cartes d'identité. C'est quelque chose que les sénateurs auront entendu à de maintes reprises dans les différents entretiens qu'ils auront eus en Irak. C'est un point important car les minorités se disent stigmatisées par cette mention de la religion. Et malheureusement, la politique irakienne, la classe dirigeante dans son ensemble, ne semble pas encore prête aujourd'hui à prendre ce chemin. Merci beaucoup Fabien Recker pour ces explications. Vincent Cailleul, comment réagissez-vous ? Est-ce que vous venez d'entendre ? Est-ce que vous venez de voir aussi dans ce reportage ? Écoutez, c'est un excellent reflet effectivement de la situation aujourd'hui en Irak. On a été très touchés de cette délégation de parlementaires. Et je crois qu'ils ont été à la rencontre de la réalité. Donc c'est un excellent reflet. Je pense qu'en effet, les enjeux sont la sécurité. Je pense que les habitants, en particulier les chrétiens, ont besoin de retrouver la sécurité pour avoir le désir de rentrer chez eux. Ils ont aussi besoin de symboles. On a parlé d'églises, mais je peux aussi y ajouter des écoles. On peut aussi y ajouter des objets culturels, des choses qui peuvent paraître peut-être parfois pas forcément essentielles, mais je crois qu'il faut que la confiance, elle s'établisse aussi parce qu'on sera certain que sur place, on va pouvoir continuer à vivre. Justement, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'ils jouent leur survie, les chrétiens d'Orient ? Certainement pas. C'est bien sûr un enjeu qui est très important et ils sont fragilisés. Mais nous avons des signes très encourageants. Monseigneur Gollnisch, qui est le directeur général de l'Œuvre d'Orient, sillonne la région. Il était
à Alep il y a peu de temps. Il était très frappé de voir à quel point les chrétiens, en particulier les jeunes, les femmes, étaient extrêmement désireux et toujours pleins d'énergie pour reconstruire le vivre ensemble. Et ils veulent revenir, justement? Ils veulent revenir, bien sûr, une fois que les choses seront bien rassemblées. Mais ils ont le désir profond de revenir, et de revenir peut-être aussi avec une façon peut-être un peu nouvelle de vivre, c'est-à-dire ne pas forcément vivre les uns entre les autres, de se ghettoiser, pour employer un mot un peu déplacé, mais de vivre avec le reste des communautés qui les entourent. On a parlé effectivement de l'Irak. Quel est le cas des autres communautés en Syrie, au Liban notamment? Alors c'est pas facile de faire des situations générales. En Irak, on l'a compris, Daesh est sur le recul, donc peu à peu les gens reviennent. Donc effectivement, les chiffres sont là. Hein. À Karakoche, la moitié des gens reviennent. Petit à petit, Mossoul, espérons dans les mois qui viennent. En Syrie, les choses sont encore très confuses, et puis la situation du gouvernement est différente. En Irak, il y a un gouvernement, on va dire, plus légitimement reconnu. Et puis, en Syrie, bien sûr, il y a des situations qui sont différentes pays par pays, région par région, ville par ville. Et nous travaillons avec les communautés locales. Hein. La force de l'œuvre d'Orient, c'est d'être présent depuis 160 ans dans la région, et on connaît localement. Donc aujourd'hui, on s'appuie essentiellement sur les congrégations, les communautés locales. Vous parliez de cet enjeu que représente la sécurité. Est-ce qu'elle est assurée aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens d'Orient sont encore victimes de persécutions? Alors, ils sont certainement victimes de discrimination, des persécutions, c'est peut-être pas forcément le mot le plus adapté, mais en tout cas, ils sont discriminés. Cette sorte de carte d'identité en est un exemple. Il faut reconnaître que, par exemple, en Irak, les autorités religieuses chrétiennes se battent pour qu'on puisse créer l'avenir, en particulier en travaillant sur des programmes éducatifs et sur, par exemple, la Constitution et le droit qui permettraient de rétablir une égalité de chance pour chacun dans ce pays. On a vu justement aussi cet aspect de mention de la religion sur les cartes d'identité. Qu'en pensez-vous? C'est une difficulté, bien sûr, pour les pays, pour les gens qui habitent dans ces pays. Et bien sûr, nous pensons qu'à l'égal de même, c'est une mention qui ne facilite pas la vie dans ces pays-là. Donc clairement, oui, ce serait préférable. Ouais. On voit le souci des parlementaires emmenés par Bruno Retailleau de ces minorités. Est-ce qu'aujourd'hui, leur sort est suffisamment pris en compte par les autorités, cette fois en France? En France, il y a bien sûr une prise de conscience. Notre travail à nous, à l'œuvre d'Orient, c'est de sensibiliser l'ensemble des gens. On sent bien sûr une grande mobilisation des autorités, bien sûr. Vous savez que nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères, avec le Sénat, bien sûr, mais également du public. Le public français est extrêmement mobilisé. Nous faisons des manifestations pour lesquelles les salles sont toujours pleines. Les collectivités territoriales sont très sensibilisées, apportent leur soutien. Donc nous pensons que la France a évidemment un rôle très important à jouer. Vous savez que c'est un rôle historique de la France de protéger les chrétiens d'Orient, et aujourd'hui nous pensons que ce rôle est bien joué et qu'il le sera encore plus à l'avenir. Ouais. Quelles sont les principales difficultés au retour des chrétiens d'Orient, pardon? Alors la sécurité, bien sûr, je le redis, retrouver la confiance, les infrastructures, donc reconstruire les infrastructures, le faire de manière locale, c'est-à-dire vraiment coller aux besoins des communautés. Nous, on a la chance d'être très bien implantés localement, donc de bien répondre aux besoins et de ne pas forcément implanter des choses sans avoir une concertation préalable. Et puis, je pense aussi apporter des signes visibles d'amitié. Notre rôle aussi à nous, c'est de leur apporter des signes d'amitié, de soutien, de manière à ce que les gens ne se sentent pas seuls. Ça passe par quoi? Ça passe par des actions que nous menons de sensibilisation ici en France. Y contribue par exemple l'exposition que nous avons en ce moment à l'Institut du monde arabe, de sensibilisation du grand public. Et de ce fait-là, nous faisons aussi le lien vers ces communautés de gestes d'amitié du peuple français. On a vu le retour possible de ces chrétiens justement à Karakoche. On sait qu'il y a encore des milliers d'autres qui attendent dans des camps déplacés, notamment au Kurdistan d'Irak. Oui. Est-ce que là, les contacts sont possibles avec eux? Vous voulez dire avec les chrétiens d'Orient qui sont au Kurdistan? Oui, bien sûr, nous sommes en contact tous les jours avec eux. Nous avons construit beaucoup d'infrastructures pour accueillir les familles, en particulier à Erbil. Et bien sûr, ils sont en sécurité à Erbil et attendent les conditions qui vont leur permettre d'y aller. Et nous sommes auprès d'eux, bien sûr, au Kurdistan. Merci beaucoup Vincent Cailleul. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations de l'association L'œuvre d'Orient. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.
On va en venir maintenant à un autre sujet dans l'actualité parlementaire avec cette visite surprise de 2 sénateurs communistes. C'était ce matin à la prison de Fresnes, c'est la plus grande d'Europe mais aussi la plus peuplée. Samia Dechir et Cécile Sixou ont pu les accompagner. Le reportage tout de suite. Bonjour monsieur, je suis sénatrice du Val-de-Marne, Laurence Cohen, donc je viens avec mon collègue Pascal Savoldelli pour faire une visite au niveau de la prison. Hier on a essayé de vous joindre vainement, donc... Justement, si vous êtes sénatrice, il faudra demander à ce qu'ils mettent une standardiste comme il y avait avant, mais il n'y a plus de budget apparemment. Le budget à Fresnes, comme dans toutes les prisons d'Île-de-France, c'est le nerf de la guerre. Laurence Cohen et Pascal Savoldelli, 2 sénateurs communistes, vont très vite s'en rendre compte lors de leur visite surprise de l'établissement. Ici, le taux d'occupation dépasse les 200%. Les détenus s'entassent à 3 par cellule et la cohabitation est parfois difficile. On met un troisième qui sait, il a 20 ans, il fume la coke, il fume le shit, il fume tout ça, on ne peut pas supporter nous. Dans quelques mètres carrés, 22 heures sur 24, il faut supporter la promiscuité, les rats et les punaises de lit. Ils ont des boutons, ils sont piqués, donc en fait on demande des désinfections de cellules, mais les punaises elles ne sont pas affectées à telle cellule. Hein. Voilà, elles peuvent aller à la cellule d'à côté, la cellule d'en dessous, la cellule d'au-dessus, donc c'est un peu une course. On désinfecte une cellule, et puis c'est celle d'à côté, puis on désinfecte, et puis on désinfecte. Une insalubrité qui se retrouve au sanitaire. Les détenus redoutent l'humidité et le froid des douches auxquelles ils n'ont pas accès tous les jours. C'est effectivement 3 douches par semaine. Par nombre d'effectifs ? Oui, et puis par rapport au mouvement, ils sont trop nombreux, donc effectivement on ne peut pas leur donner à tous la douche tous les jours. La maison d'arrêt de Fresnes compte aujourd'hui 800 surveillants pour 2650 détenus. Un surveillant gère donc seul jusqu'à 150 détenus. Dans ces conditions, l'établissement a le plus grand mal à recruter. Nous avons pas mal de jeunes collègues qui arrivent en première affectation à Fresnes, qui est un établissement assez compliqué en termes de pratiques professionnelles. Et nous essayons de les fidéliser. En essayant notamment depuis l'année 2017 de veiller à leur prise en charge psychologique. Des surveillants à bout, des détenus aussi. Excusez-moi, je vais vous demander de vous décaler, on évacue quelqu'un. Celui-là a ingéré trop de médicaments. Une possible tentative de suicide. Il y en a au moins une par semaine à Fresnes. En 2017, l'établissement disposait d'un budget de 11 millions d'euros quand il en aurait fallu 22 pour faire face au nombre de détenus. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'agir au niveau des budgets, mais également qu'il y ait une intervention au niveau de la rénovation de cette prison. Et pour moi, l'urgence, c'est de programmer quand même cette rénovation. Une rénovation qui n'a jamais eu lieu, alors que la maison d'arrêt de Fresnes date de 1898. Et alors que dans l'affaire Lactalis, on apprend que l'industriel renouvelle ses excuses aux parents. Je vous propose d'écouter la réaction de Sophie Primas, c'est la présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat, sénatrice LR des Yvelines. Elle répond aux questions de Tam Tranui. Oui, Sophie Primas, alors à la suite du scandale Lactalis, qu'ont décidé les sénateurs, quelle va être l'initiative qui va être lancée? Eh bien écoutez, vous m'avez interrogé hier soir et hier après-midi, un seul magasin était concerné effectivement par des lots qui n'étaient Leclerc à l'époque vendus. Le phénomène s'est beaucoup accentué depuis hier. En 24 heures. On voit une généralisation de ce phénomène. Donc nous avons décidé avec mon collègue Alain Milon, qui est président de la Commission des affaires sociales et bien sûr en lien avec Gérard Larcher, de monter dès la rentrée parlementaire une commission mixte d'information, 3 sénateurs des affaires sociales, 3 sénateurs des affaires économiques, pour auditionner toutes les parties prenantes sur cette malheureuse affaire. Cela a pris du temps, effectivement, avant qu'on ait une réaction politique. C'est aussi que cela a pris quelques semaines avant de se rendre compte de l'ampleur du problème et puis de ces défaillances en cascade. Oui, alors je ne sais pas si c'était défaillance et dysfonctionnement, si c'est une chaîne de responsabilité à mettre en lumière. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a des progrès à faire, que les industriels, les services de l'État, les distributeurs ont des progrès à faire. Et je pense que sans dramatiser la situation, il faut qu'on prenne les responsabilités des uns et des autres et qu'on comprenne ce qui s'est passé pour améliorer les process. Est-ce que vous savez déjà sur quel point vous souhaitez travailler de façon un petit peu plus précise, investiguer ?
Écoutez, non, on va d'abord écouter les 3 types d'intervenants. Je pense que c'est ça qui est très très important. Poser des questions, essayer de trouver effectivement où est la faille. Moi, je ne sais pas si l'entreprise a bien fait ses contrôles. Je ne sais pas si la DGCCRF a été au courant de tout. Je ne sais pas si elle a fait l'ensemble de ses contrôles. Je ne sais pas si elle a bien communiqué auprès des distributeurs. Je ne sais pas ce que les distributeurs ont fait de l'information. Donc, je n'ai pas d'a priori. Et c'est justement l'objet de cette commission mixte entre nos 2 commissions qui permettra de déterminer ces éléments. Est-ce qu'il faut tout de même déplorer que l'alerte soit venue finalement des consommateurs avant tout et que finalement sans le consommateur on ne se serait certainement pas rendu compte de ce problème? Alors l'alerte est venue évidemment des enfants malades surtout et des enfants qui ont été hospitalisés pour des diarrhées, etc. Bon, donc c'est évidemment pas normal que et ensuite des consommateurs qui se sont aperçus que certains lots n'avaient pas été retirés. Voilà, exactement. Et je crois également, pour avoir écouté le président des parents et des consommateurs qui les représentent, qu'il y a effectivement des défaillances d'information. Je l'entendais sur une chaîne ce matin s'exprimer et dire on ne trouve pas les lots ni sur le site de Lactalis ni sur les sites de la DGCCRF. Donc ce qui me fait penser que si lui les trouve pas, la distribution les a peut-être pas non plus eu de façon très très explicite. Donc tout ça doit être évidemment investigué avec beaucoup de calme mais aussi beaucoup d'exigence. Merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à nos questions et ce sont des travaux que nous suivrons bien sûr sur Public Sénat. Merci à vous, Tam. Autre temps fort de l'actualité, aujourd'hui, c'est le projet de loi sur le droit d'asile et l'immigration qui n'en finit pas de faire des vagues. Il a été présenté aujourd'hui aux associations et sur le plan politique. Et malgré les précautions de l'exécutif, ce texte pourrait fracturer la majorité présidentielle. D'autant que l'aile gauche d'En Marche commence à se structurer. Quentin Calmy. Officiellement, pas de câlinothérapie politique, mais une réunion de travail autour du Premier ministre et de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, en vue d'arrêter une position du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Une dizaine de députés étaient ainsi reçus hier à Matignon pour évoquer le futur projet de loi droit d'asile et immigration. Je suis convaincu que l'équilibre et les engagements du président de la République sont tenus dans ce texte et donc il ne devrait pas y avoir de problème, même si on va évidemment faire tout notre travail dans l'examen de ce projet de loi pour que ce soit un beau projet de loi et qu'il rende plus efficace cette politique migratoire. Ce texte sur le droit d'asile et l'immigration n'est même pas encore présenté officiellement que déjà il crispe une partie de la majorité. Une aile gauche d'une trentaine de députés LREM serait déjà constituée. Des parlementaires inquiets d'un possible durcissement de la politique migratoire. Hier soir, les responsables du groupe préféraient temporiser. Moi aussi je suis inquiet, mais je suis surtout intéressé. Et je pense que nous allons faire œuvre utile et que les Français comprendront parfaitement nos intentions dans une démarche à la fois d'efficacité et profondément humaine. Fermeté et humanisme, un équilibre difficile à trouver et c'est tout l'enjeu désormais de ce texte qui doit être présenté en février en Conseil des ministres. Pour l'allié Modem, même refrain ce matin, il faut concilier régulation et prise en compte de ce qui est qualifié par François Bayrou comme un devoir d'asile. Il y a des débats et je trouve ça normal et légitime. Mais je ne connais aucun parlementaire de la majorité, j'en connais un certain nombre, pas tous, qui ne partagent la volonté d'équilibre que j'ai exprimée devant vous. Un débat surveillé de très près par l'exécutif. En début de semaine prochaine, un séminaire doit réunir l'ensemble des députés sur la question, avant une réunion de groupe à l'Assemblée nationale consacrée à ce projet de loi le 23 janvier. Réunion à laquelle Gérard Collomb entend là encore participer. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jannick Halimi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, merci d'être avec nous. Jean-Daniel Lévy est également sur ce plateau, bonjour. Vous êtes le directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, merci d'être avec nous. Michaël Darmon, bonjour. Vous êtes éditorialiste à Sud Radio. Première question pour vous, Jannick Halimi, puisqu'on vient de voir ce travail de concertation de la part de l'exécutif, la câlinothérapie des députés de la majorité par Édouard Philippe. Ce travail en amont avec à la fois les parlementaires et les associations,
on a l'impression que ça ne marche pas sur ce projet de loi immigration. Pourquoi ? Écoutez, je crois que ça intervient surtout un peu trop tard, puisque comme vous le disiez dans votre reportage, la grogne des députés de la majorité avait déjà commencé, s'était fait entendre déjà à la fin de l'année dernière. Et vous vous souvenez, c'était à propos de la circulaire Collomb qui passait très très mal sur l'accueil des réfugiés. Je pense que déjà à ce moment-là, il y avait un défaut de concertation, un défaut de pédagogie de la part de l'exécutif. D'ailleurs, personne, ou peu de personnes en tout cas, faisaient la part des choses entre cette circulaire Collomb et puis le projet de loi que peu de gens avaient entre les mains. C'est de toute façon un texte qui n'était pas du tout finalisé. Et je pense que l'exécutif a failli de ce côté-là. Elle a certainement sous-estimé les sensibilités diverses qu'il y avait au sein de sa majorité. On en reparlera tout à l'heure. Et il y avait aussi également de la part de l'exécutif, aussi de façon plus volontariste, je puis dire, la volonté de phagocyter, de couper l'herbe sous les pieds des LR et de M. Wauquiez, qui, on le sait, se positionne fermement sur ce registre-là. Michaël Darmon, pourquoi Emmanuel Macron, qui finalement a surmonté les obstacles sur la réforme du Code du travail par ordonnance, se heurte-t-il là à une fracture peut-être de sa majorité sur ce texte en particulier ? Mais je pense qu'on pourra constater qu'il s'est heurté à une résistance quand on verra les votes. Je pense qu'il n'y aura pas de problème sur le vote. L'enjeu pour le groupe, c'est de perdre ou pas de la crédibilité politique sur la capacité à rester soudé, comme vous l'avez effectivement remarqué. Mais aujourd'hui, on n'a pas quand on regarde ce qui s'est passé avec les frondeurs, puisque évidemment, forcément, la grille de lecture, et la grille d'évaluation et d'analyse, ce sont les frondeurs du dernier quinquennat. On est très loin d'un début de constitution de fronde. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques états d'âme isolés, Sonia Crimi. On a une volonté de créer un pôle social autour de Brigitte Bourguignon, mais qui n'est pas encore vraiment constitué sur la critique d'un texte pour faire un levier politique. Et on a quand même des députés, tels qu'on l'a entendu avec Gilles Legendre, qui en fait nous fait comprendre qu'il va voter le texte, qui sont, certes, qui veulent faire entendre quelques remarques, mais qui ne sont pas dans une logique de contestation et d'aller voter contre. Donc aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas encore dans cette logique-là, même si il y a des sensibilités différentes. À 300 députés, c'est bien le moins. Et c'est vrai que ce serait un enjeu pour montrer et pour voir comment on laisse vivre des sensibilités différentes et comment on atterrit à la fin sur un vote qui ne met pas en danger le gouvernement. Alors, avant de nous faire agir, Jean-Daniel Lévy, justement, puisque vous parliez de Sonia Crimi, je vous propose de l'écouter. C'est la députée qui avait interpellé Gérard Collomb. Eh bien, c'était au mois de décembre dernier, à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs, c'est jouer avec les mots. Vous le savez, les caricatures simplistes et cyniques apparaissent rapidement dans le débat public. Pourtant, très tôt, le président de la République a fixé notre philosophie sur l'accueil des étrangers. Plus d'humanité et de dignité. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Jean-Daniel Lévy, est-ce que Emmanuel Macron il peut avoir l'opinion avec lui justement sur ce projet de loi asile et immigration ? On peut déjà rappeler que la personne qui a pris la parole est de la République En Marche, donc c'est-à-dire de la majorité, avec un propos qui est un propos assez virulent et qui est illustratif aujourd'hui d'une tension qui existe chez les Français et même chez les sympathisants de la République En Marche. On a réalisé il y a quelques jours une enquête pour notamment RTL et M6 sur les principaux enjeux de la période et on voit bien que la thématique de l'immigration constitue, dans un moment où les Français sont de plus en plus optimistes à l'égard de l'avenir, un des points sur lesquels il y a aujourd'hui les plus fortes tensions et les plus grandes zones d'inquiétude ou de pessimisme de la part des Français. Et chez les sympathisants de la République En Marche, on a quasiment deux moitiés à peu près égales qui se dégagent de populations qui déclarent il faut qu'il y ait un accueil de moins d'immigrés à l'avenir, et l'autre moitié qui, à peu de choses près, dit il faut qu'il y en ait autant ou pas forcément plus. Donc on a
pas une forme d'unanimité, même au sein des personnes qui se déclarent en soutien à l'égard du président de la République et du Premier ministre. Ouais. Il y a aussi une différence entre le regard que portent les Français sur à la fois les immigrés économiques, mais aussi sur les réfugiés, Jean-Daniel Lévy. Absolument, et quand on prend justement les différents types d'immigration, que ce soit l'immigration économique, en matière d'étudiants, en matière de regroupement familial, etc., on peut voir que d'un point de vue général, dès qu'on aborde les thématiques, notamment en caractère d'économie, on est face à des Français qui sont extrêmement rétifs à ce niveau-là, et que même lorsqu'on parle aujourd'hui du fait qu'il y ait des personnes qui aient des problèmes médicaux, on n'est pas forcément face à l'humanisme qu'on a parfois connu de la part des Français, et que le débat qui s'est porté sur l'AME, aujourd'hui, porte ses fruits, et on n'est pas uniquement sur un regard qui est un regard de compassion ou d'entraide, mais une interrogation financière sur les moyens qui peuvent être dégagés, pas uniquement à l'égard des Français, mais à l'égard des populations étrangères. Michael Darmon nous disait que finalement Emmanuel Macron n'aura pas de problème sur ce texte. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, je suis d'accord avec Michael Darmon, on n'en est pas au phénomène des frondeurs, qui avait fracturé la majorité, qui avait totalement entravé la fin du quinquennat de François Hollande. On n'en est pas là, mais on n'en est pas loin non plus. Parce que la grogne dont je vous parlais, et vous le faisiez remarquer, Sonia Crimi fait partie de La République En Marche. On aurait pu penser que tout ça s'était calmé un petit peu, puisque vous vous souvenez, Gérard Collomb lui-même était déjà revenu sur un des éléments. Alors d'ailleurs, on ne sait même plus si c'est la circulaire ou le projet de loi, peu importe. C'était sur la notion de pays tiers sûr. Voilà, qui permet, je crois que c'est finalement le projet de loi, mais bon, qui n'est encore pas ficelé, en tout cas qui devait être... C'est le seul ajustement visiblement dans le texte, il n'a pas vraiment été adouci, et il plaide plutôt pour une politique migratoire dissuasive, selon les premiers éléments. Oui, mais l'élément quand même de retour de certains migrants vers des pays tiers sûrs, c'est-à-dire hors de l'Union européenne, et en général vers les pays du Maghreb ou la Turquie, donc des pays dont on peut penser qu'ils ne sont pas si sûrs que ça en termes de droits de l'homme, de situation générale et de situation politique. Cette notion-là devrait être retirée. Je pense qu'il est retiré du projet de loi. A priori, effectivement retiré. Voilà, exactement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la grogne qui se réveille de nouveau de la part des associations, mais également tout de même de la part d'une partie de la majorité où il y a des tonalités, des sensibilités, des idéologies, même des doctrines, des réflexions, des valeurs de gauche ou des valeurs chrétiennes, sociales, on s'en rend compte aujourd'hui, n'est-ce pas? Elles existent toujours. Et je rappelle juste, donc quand même, la menace de fissure, voire de fracturation existe. Et juste un chiffre pour montrer quand même, alors tout peut être pris, et c'est ce qu'essaie de faire le gouvernement, de déminer un petit peu, d'expliquer, peut-être d'adoucir les textes, de faire la différence très ferme entre les réfugiés et les immigrés économiques, donc sous-entendu clandestins. Je veux dire par là que la majorité aujourd'hui au Parlement pour faire passer un texte de loi est de 289 voix, et La République En Marche en a 312. Donc il suffit d'un peu plus de 20 et de moins de 30 de députés qui ne votent pas ou qui votent contre La République En Marche pour que le texte ait du mal à passer. Alors, vous me direz qu'il y a le MoDem, qu'il y a les... D'ailleurs, on a entendu François Bayrou sur... voilà, il a parlé des réfugiés, lui. Donc, Emmanuel Macron, en tout cas Édouard Philippe, aura besoin peut-être de ces fameux flotteurs, vous savez, dont parlait Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est-à-dire de cette majorité présidentielle élargie au-delà de La République En Marche, donc le modèle ou peut-être des constructifs, peut-être, pour faire passer le texte de loi. Il aura besoin quand même de ses alliés du MoDem. Sa majorité reste fragile pour vous? Il aura besoin. Il va bien évidemment mobiliser les députés d'Agir et les députés du MoDem qui vont faire en sorte qu'il y ait une sécurité supplémentaire au sein du groupe de la majorité présidentielle dans son ensemble pour le texte. Mais là, je crois qu'on est au moment où on n'est pas encore, ce texte n'est pas encore déposé au Conseil des ministres, et au moment où effectivement on est dans le temps des débats, on est un peu encore dans le temps de la confusion en réalité. C'est-à-dire qu'il y a au fond une séparation très nette dans l'esprit de ce projet de loi entre le droit d'asile qui doit être totalement, je dirais, amélioré dans son temps d'instruction, puisque l'OFPRA a rendu des chiffres publics il y a 48 heures, et le temps d'instruction des dossiers est passé maintenant à 3 mois, et avec déconnecté de la politique migratoire. Et ça, c'est de la part du gouvernement et de Macron, on l'entend très régulièrement, c'est-à-dire que toute la philosophie de ce texte, c'est de dire il n'y a pas
de lien entre le droit d'asile et la politique migratoire. Et si on améliore le droit d'asile, alors on sera amené à pouvoir reconduire à la frontière, aux frontières d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus régulière. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses sur le plan de la méthode, par rapport effectivement au débat, comment on organise et comment on gère les débats sur 300 députés. C'est vrai que dès le début du quinquennat, moi j'en avais parlé à l'époque avec Jean-Paul Delevoye, il m'avait dit, bien évidemment, sur 300 députés, on ne va pas faire du caporalisme, personne ne parlera d'une seule voix. On a demandé aux élus de voter sans état d'âme les ordonnances Code du travail et le budget, bien évidemment. Et puis après, sur des sujets de société, on laissera des débats s'organiser, on les laissera vivre, parce qu'on ne peut pas caporaliser. Et c'est vrai qu'il donnait à ce moment-là l'exemple du New Labour avec Tony Blair, qui avait échoué parce qu'il avait tenté de caporaliser une majorité très importante. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est effectivement, ça c'est intéressant, la première épreuve, je pense, du quinquennat et de cette mandature avec ce groupe et cette majorité de ce point de vue-là. Ouais, je voudrais revenir avec vous, Jean-Daniel Lévy, sur cette question de la bataille de l'opinion avec cette une, on va la voir certainement, de l'Obs aujourd'hui, avec cette photo d'Emmanuel Macron. Bienvenue au pays des droits de l'homme. Il y a cette tribune à l'intérieur de Jean-Marie Gustave Leclésio qui parle d'un déni d'humanité. Il peut inverser la tendance, Emmanuel Macron, ou c'est trop tard justement, même si effectivement il y a une confusion aujourd'hui entre à la fois les immigrés et les réfugiés qui cherchent ici le droit d'asile en France. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde aujourd'hui la séquence dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des migrants qui décèdent alors même qu'ils cherchent à rejoindre l'Europe, et on a eu un exemple il y a de cela, je crois, moins de 48 heures, avec une centaine de personnes qui sont décédées en Méditerranée. On apprend qu'il y a des migrants qui traversent les Alpes et qui rencontrent des lésions qui sont irréversibles, dont des amputations. Donc il y a des faits qui sont des faits absolument lourds. Il y a aujourd'hui les alertes qui sont portées de la part des personnes qui sont en charge du soutien ou de l'aide aux personnes en situation de migration, et que ça ne suscite pas, à l'heure actuelle, chez les Français, d'émotions, en tout cas d'émotions massives, telles qu'on avait pu le voir il y a de cela une vingtaine d'années. Donc on est face à un regard où même la sémantique a son importance. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus en fait de migrants que de réfugiés. Et que dans ce contexte-là, la perception qui existe de la part des Français, c'est une difficulté à un point de vue économique, c'est une interrogation à un point de vue d'intégration sur notre territoire, et puis également un lien qui aujourd'hui se fait de plus en plus entre migrants et insécurité de la part des Français. Et on sait que dans cette période-là, il y a une tension qui existe. Donc on n'est plus forcément exactement dans le même registre sémantique. Est-ce que ça peut changer ? Oui, ça peut changer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Et on est face à des Français qui sont plutôt sur une position qui, d'une manière générale, appelle à une forme de fermeté, pour faire vite, que d'ouverture, si on doit avoir un regard qui est un regard un peu dichotomique. On reste malgré tout, et on sait que parfois des faits divers ou des éléments peuvent être de nature à faire changer assez naturellement la donne. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas sur ce registre-là. Jeannick Halimi, on a vu la réponse d'Emmanuel Macron à cette une, justement. Il a dit bien qu'il fallait se garder des bons sentiments. Il va peut-être essayer de passer en force sur ce texte, vous pensez, le chef de l'État ? Je ne pense pas qu'il passera en force. On a compris qu'il était astreint à une double injonction paradoxale entre maintenir effectivement l'ordre, tout en étant bienveillant et en défendant les principes de la République qui sont les nôtres, et notamment l'égalité dans l'accueil des migrants, des réfugiés, des personnes en difficulté. Mais d'un autre côté, encore une fois, ne serait-ce que par l'opinion publique, ne serait-ce que par les propos qu'il a tenus pendant la campagne, qui étaient bienveillants, mais qui étaient aussi une demande d'ordre. Et puis également, donc par rapport à la droite, on en a parlé, à Laurent Wauquiez, qui est particulièrement bien musclé sur ce registre, mais aussi également Emmanuel Macron, et je crois encore en Italie, vis-à-vis des pays de l'Union européenne qui reçoivent en premier accès ces migrants, notamment l'Italie et la Grèce et même l'Espagne. Et si, entre guillemets, il ouvrait toutes les portes de la France, ou s'il laissait un libéralisme de bonne loi de circulation sans aucune régulation des hommes à travers la Méditerranée et surtout à travers les voies européennes, ça risque de poser un réel problème à nos partenaires européens. Donc il doit faire avec tout ça. Maintenant, je pense qu'il a compris. Et là, évidemment, au moins ces trois éléments en tête dans son esprit. Je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il explique, qu'il convainque et qu'il mette le curseur et qu'il explique très très bien les éléments de fermeté qu'il y a dans son projet de loi et les éléments également de bienveillance et de défense
des droits de l'homme et des grands principes généraux de notre Constitution, il faut qu'il le fasse bien passer par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qu'il le fasse bien passer également par Richard Ferrand, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et je pense tout de même pour revenir à cette une, avec tout le respect que je dois à l'Obs et à M. de Clésio, des fils de fer barbelés avec tout ce que cela renvoie dans notre culture et notre subculture, je pense quand même que c'est extrêmement osé, injuste et indigne de la part de ce magazine. Michael Darmon. C'est une logique d'abord commerciale. On est face à un magazine qui doit quand même se battre dans la concurrence économique aujourd'hui des ventes de commerce, des ventes de magazines, c'est un fait. C'est aussi une logique politique d'un camp, celui de la gauche, qui cherche, alors qu'il est en pleine décomposition, qu'il est en plein naufrage de ce point de vue-là, qui cherche un sujet, voire un radeau, pour pouvoir essayer d'avoir un peu d'oxygène, de continuer à avancer. Donc, celui des droits de l'homme permet de créer une forme d'indignation, de consensus et de corpus politique. Mais après, ça ne tient pas à l'analyse. De ce point de vue-là, on voit bien que une fois qu'on a dépassé et on est allé au-delà de l'indignation et de la posture, je pense qu'on ne peut pas considérer que sachant que même quand on interroge faire du mal aux droits de l'homme de gauche, ceux qui se déclarent encore proches du Parti socialiste, ceux qui ont été amenés à voter pour des candidats de gauche à la dernière élection présidentielle, que ce soit Benoît Hamon ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas, à l'heure actuelle, cette forme de montée, d'inquiétude ou d'interrogation qui amènerait à dire aujourd'hui la France remet en cause des libertés qui sont des libertés fondamentales. On peut le voir, et je pense qu'il faut l'intégrer, qu'on est dans une période post-terrorisme, post-attentat sur notre territoire, et que d'une manière générale, lorsque les Français sont invités à faire, là aussi de manière un peu dichotomique, le choix entre la liberté et la sécurité, ils vont mettre en avant des thématiques relatives à la sécurité, quand bien même ça mettrait en cause un certain nombre de libertés, voire même leur propre liberté, ou qui est une surveillance plus importante à l'égard de leur comportement. Donc on est vraiment dans ce climat-là. Donc effectivement, l'Obs a fait cette couverture. Est-ce que ça veut dire qu'il est aujourd'hui entièrement en résonance avec même une partie de l'électorat? Ça n'est pas certain. Vous parliez, Jeannick Halimi, justement de l'exercice d'équilibre du gouvernement, solidarité mais aussi pragmatisme. C'est ce que disait justement ce matin Christophe Castaner chez le confrère de France Info. On l'écoute. On peut faire preuve d'humanisme et de pragmatisme. Je pense que l'humanisme et le pragmatisme ne sont pas incompatibles. Nous sommes face à un échec de notre politique d'intégration. Il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses, plutôt que de dire sans faire. Ça fait des années que sur la question des réfugiés, on cherche des oppositions politiques totalement stériles entre les uns et les autres, entre les généreux et les autres. Mais nous ne sommes pas généreux quand nous ne sommes pas en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions celles et ceux qui ont le droit fondamental de trouver protection en France. Alors, est-ce que c'est compatible l'humanité, le pragmatisme, Jeannick Halimi? Oui, le pragmatisme et en tout cas la défense d'une certaine autorité. Je voudrais dire deux choses. Il y a effectivement sur ce dossier qui devient très politique, on sent que la gauche essaie de se refaire, pour parler un peu trivialement, la cerise, comme disait Michael Darmon, même si, comme vous le disiez, même dans une partie de l'électorat de gauche, on préfère tout de même, entre guillemets, la sécurité à la bienveillance. Bon, je pense qu'il y a quand même une forte majorité à gauche et à droite et au centre qui est quand même favorable au maintien et au respect, encore une fois, des principes des droits de l'homme et des principes généraux qui sont inscrits dans notre Constitution. C'est une chose. La deuxième chose, il faut que le gouvernement, enfin, si on est à sa place, si je puis dire, explicite mieux ce qu'il y a dans ces textes. Ça, c'est une chose. Mais premièrement, la différence entre les réfugiés et les immigrés d'ordre économique qui sont sous-entendus clandestins, c'était déjà une ligne de partage qui existait et qui fonctionnait, si je puis dire, qui était mise en œuvre sous le quinquennat précédent par François Hollande et par Manuel Valls. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, dans le projet de loi immigration et asile, il y a des éléments beaucoup plus ouverts, beaucoup plus bienveillants vis-à-vis des réfugiés reconnus comme tels, qu'il faudrait faire ressortir. Alors, il y a d'autres éléments qui sont certainement beaucoup plus anguleux et beaucoup plus durs, mais en tout cas, il y a tout un pan
intégration et dispositions beaucoup plus bénéfiques aux réfugiés reconnus comme tels, qu'il faudrait que le gouvernement, enfin si j'étais à sa place, bien sûr, et coupe l'herbe sous les pieds à de telles photos. En fait, ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est qu'en général, il prononce le discours qui ensuite va être le projet de loi. Et c'est toute la base du discours qu'il a prononcé à Orléans en juillet 2017, moment où il naturalisait quelqu'un, pour pouvoir expliquer quelle serait donc la philosophie du projet de loi. Et c'était effectivement tout faire pour rénover l'asile, de manière à pouvoir mieux reconduire aux frontières. Mais la réalité, d'après ce que l'on comprend, et ce qu'on peut nous expliquer, la réalité et l'objectif politique réel de ce texte, c'est de changer la culture au sein de l'administration du ministère de l'Intérieur, qui est très réfractaire à accélérer les procédures. Parce que l'OPFRA, qui a considérablement raccourci les procédures en les mettant maintenant en instruction, pouvant instruire un dossier en 3 ou 2 mois, se trouve ensuite face au problème de l'administration de l'Intérieur qui ralentit considérablement parce qu'il y a une sorte de peur de l'appel d'air. Et c'est aussi, dans ce texte-là, il ne faut pas sous-estimer... Appel d'air utilisé d'ailleurs l'expression par Gérard Collomb. Exactement. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de cet objectif-là, qui est évidemment moins spectaculaire, moins perceptible par le grand public, mais qui est très important pour justement, dans l'esprit en tout cas de l'Élysée, pour changer également une culture préfectorale que Macron qualifie de cerveau reptilien. Eh bien, merci beaucoup pour votre analyse, Mickaël Darmon. Merci à vous, Jean-Daniel Lévy. Merci à Yannick Halimi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne soirée à tous et à lundi.